l'UMT. Et il y a l'impression qu'il y a une vraie rupture entre Emmanuel Macron et les Français depuis le 49-3. C'est un véritable problème. Et moi, je vois les casseroles. Indélébile. Je pense que là, irrémédiable. Là, je pense que c'est très compliqué parce qu'il a réussi à s'en sortir plusieurs fois. Après les ordonnances travail de 2017, après les gilets jaunes et pendant la crise sanitaire, à remonter sa cote alors qu'il était tombé dans moi ce que j'appelle la spirale de la loose et je le maintiens. J'aime beaucoup cette expression. C'est copyright William T. Et là, je la sors jamais parce qu'après il faut que je fasse d'échecs. Et là, il y a une difficulté qui est énorme, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un signe comme ça qui est marquant d'une mobilisation, ça a toujours été un truc qui est une chose qui était très compliquée pour le pouvoir. Il y avait les bonnets rouges à l'époque de Hollande sur le refus des pays de la taxe carbone, et les fameux gilets jaunes avec les bonnets rouges qui ont brûlé les portiques de l'écotaxe de Ségolène Royal. Et en fait, l'histoire française montre qu'à chaque fois qu'il y a un symbole comme ça qui est mis en avant, c'était précurseur d'un changement de régime ou d'un changement pour le pouvoir. Donc est-ce que ça va aboutir au départ d'Emmanuel Macron à un changement de gouvernement? C'est pas exclu du tout. En tout cas, ça montre que la rentrée de septembre s'annonce très compliqué pour le président de la République et même la rentrée de juillet s'annonce très compliquée. Parce qu'en fait, quels sont ses moyens? Si par cas, lui-même ne peut plus parler à l'opinion publique et donc du coup aux Français parce qu'il refuserait de l'écouter, qui est capable dans le gouvernement de pouvoir inverser la situation d'une donne qui est en tendance baissière? Est-ce que c'est la première ministre? Non. Est-ce qu'un ministre est capable de vouloir s'exposer, de sauver le président de la République alors que les meilleurs ministres ont une ambition présidentielle? Non, ils ne voudront pas le faire en vue de se préserver. Donc qui est capable au sein du gouvernement, au sein de l'appareil gouvernemental, à pouvoir parler à l'opinion publique pour dire voilà ce qu'on va proposer en vue de remonter la pente, en vue de remonter les nouveaux projets? Et par rapport au chantier qu'il propose et par rapport à la ligne qu'il a adoptée, il avait à peu près deux stratégies. La première, c'est de jouer un rôle consensuel en se disant j'ai pas de majorité à l'Assemblée nationale, donc je propose des textes dits consensuels pour obliger les autres oppositions à voter le texte. La deuxième chose, c'était de faire une coalition, mais il n'y a pas de coalition possible, en tout cas pas dans les 100 prochains jours. Donc il joue la tactique du consensus. Mais le consensus, si par cas les Français expriment leur opposition non pas au projet mais au refus d'écouter le projet, les opposants à l'Assemblée nationale vont dire on refuse le texte par principe et tout ce que propose Emmanuel Macron, on le rejette. Donc ça conduit Emmanuel Macron à un immobilisme. Et quand il est dans l'immobilisme, alors qu'il a un ADN politique bonapartiste et en mouvement, en marche en l'occurrence, ce qui ne perd pas toute l'originalité de son œuvre politique. Ce qui fait qu'il va se déplacer. Et il va au contact. Il essaye, mais le problème, c'est ce que dit Benjamin Morel, c'est qu'en fait, il peut plus se déplacer. Il se déplace, il y a toujours des scènes négatives. Échec et mat. J'ai l'impression qu'il est mis en échec et mat, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que soit il a perdu le jeu de Go, dans la mesure où les mouvements de population se sont déplacés, il ne peut plus bouger, soit dans la mesure où son pion, donc lui-même le roi de France, est mis en échec et mat, en échec et mat de concurrence, parce que à chaque fois qu'il fait un mouvement, il est piégé, il a perdu. Et ça, je pense que c'est un véritable problème dans un jeu. Ouais. En fait, il n'y a pas de solution, il n'y a vraiment pas de solution, parce qu'au départ, on pouvait se dire, Elisabeth Borne est en situation compliquée, donc c'est le chef de l'État qui y va lui-même. Mais actuellement, sur des projets dits consensuels, les Français refusent d'écouter. Les opposants refusent de lui donner n'importe quel crédit, même sur des projets d'augmentation de salaire des enseignants, etc., en se disant qu'il y a une arnaque budgétaire ou il y a une arnaque vis-à-vis des enseignants. Donc en fait, le crédit personnel du président de la République est touché. Et vous êtes à peine à un seul anniversaire de sa réélection. Comment il va faire pour tenir 4 ans? Non, c'est pas 4 ans. C'est à l'instant en opposante numéro 1, elle fait un déplacement plutôt réussi. Ce qu'on voit des images, c'est qu'il y a un certain engouement à l'égard de Marine Le Pen, c'est incontestable, même si certains peuvent le déplorer. En tout cas, il y a une attente vis-à-vis d'une partie de la population qui est exactement sociologiquement inversée à celle d'Emmanuel Macron. Donc c'est plutôt la France des actifs, les catégories populaires, les classes intermédiaires, etc. C'est pas étonnant qu'elle choisisse un département comme l'Isère, où c'est dans une région dite industrielle, etc., pas loin de Lyon, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on voit sur Marine Le Pen, c'est qu'en fait, elle arrive à engranger en ne racontant soit rien, soit n'importe quoi. Et ce qui est quand même un atout politique incroyable, c'est que quand vous êtes dans la situation auquel vous dites il y a un problème sur la réforme des retraites, et donc du coup il faut réformer, vous dites ni comment, ni sur quel objectif, et que vous engrangez 7 points dans les intentions de vote, c'est quand même un exploit politique sans nom auquel on peut se dire qu'elle est dans une certaine baraka, qui avait profité également à Macron en 2017, auquel son programme n'était pas le plus précis de tous les temps, ou le programme de Hollande en 2012, auquel il y avait un seul ligne, c'était mon ennemi c'est la finance, pour au final faire un programme social-libéral pour aboutir sur Emmanuel Macron. Donc, il y a quand même des indices qui montrent qu'elle a la baraka dans son dos. Mais je vois comme une limite. Ça veut dire qu'en fait, est-ce qu'elle surfe sur une vague? Oui. Mais est-ce qu'elle a appris de ses échecs de 2022 et 2017? Je suis plus dubitatif. Le premier point, c'est la question économique. En fait, elle n'arrive pas à aller au-delà de sa ligne
qui était différente de celle de Jean-Marie Le Pen, qui est sur une ligne sociale, en gros, du Nord, RN du Nord, pour toucher les anciens électeurs communistes ou de gauche désabusés par les échecs de François Mitterrand et du tournant de la rigueur. Donc elle n'arrive pas à aller faire une conciliation pour parler à l'électorat du patronat et du grand patronat et des milieux économiques traditionnels pour essayer de concilier politique envers les classes populaires et en même temps vers les classes budgétaires, les agences de notation, etc. L'autre point que je vois, c'est le plus fondamental pour elle, c'est que je ne pense pas que maintenant elle a un problème d'image. Je pense qu'elle a un problème de compétence. Et pour autant, mais ça, c'est pas la première fois qu'on dit ça. Oui, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle a répondu en fait à cette équation. Elle n'a pas montré sur la réforme des retraites qu'elle était capable de proposer un projet alternatif. Elle n'était pas capable de montrer sur différents projets qu'elle était capable de s'opposer correctement et d'avoir des victoires dites institutionnelles. Est-ce qu'elle a des victoires idéologiques en termes de tempo grâce à son père, Jean-Marie Le Pen, sur l'immigration, la sécurité, etc. Oui. Est-ce qu'elle-même a imposé un seul débat et un seul champ, une victoire idéologique depuis qu'elle est présidente du RN? Je ne suis pas totalement sûr. Donc, est-ce qu'elle aura des victoires grâce à son père? Oui. Est-ce qu'elle a des victoires idéologiques grâce à son propre nom, grâce à ses propres thèmes de campagne? Je suis beaucoup plus dubitatif. Moi, je suis de Trump et les programmes de Biden en 2020, on ne l'avait pas. Hein. On l'a eu au dernier moment sur des vraiment. Oui, mais vous n'avez pas de programme. Des généralités. Mais vous avez toujours des lignes directrices et des philosophies. Donc, mais ça, c'est sur l'incarnation. C'est sur l'incarnation et sur la philosophie. Et moi, sociale et identité. Oui, mais sociale, mais identité. Et sécurité. Mais moi, je pense. Et dans ce cas-là, vous oubliez Reconquête. Mais moi, je pense que justement. Qui pour l'instant. Qui n'est pas social. Alors, mais qui n'est pas sur une ligne sociale. C'est ça que vous vouliez mentionner. Justement, moi, j'arrive dessus. C'est-à-dire qu'en fait, excepté en 2007 où Nicolas Sarkozy avait réussi à mordre l'électorat de Jean-Marie Le Pen, le RN était en progression, RN anciennement FN, est en progression constante depuis sa création dans les années 80. Ce qu'on a vu en 2022, c'est qu'une nouvelle offre politique, type Zemmour, était capable de mordre son électorat, c'est quand elle se reposait trop sur ses lauriers. Elle devait faire 25-30% au premier tour, elle a fini beaucoup plus bas, et même dans les sondages, à certains moments, lorsque Zemmour n'avait pas fait d'erreur politique majeure, il passait même devant elle. Donc si par cas vous avez une offre politique capable d'aller sur son électorat, son électorat est plus si solide, ancré sur elle. Parce qu'il y a plusieurs paramètres. Le premier, c'est que Marine Le Pen a perdu les totems de courage, d'originalité, le fait d'être contre tout le système. Elle n'est plus cette personne-là, et de sa stratégie de diabolisation, de normalisation. Le deuxième point, c'était qu'elle était la seule offre politique avant, sur l'immigration, sur la sécurité, etc. Aujourd'hui, la ligne des Républicains et de Reconquête est quasiment très proche en termes de philosophie sur celle du RN. Et enfin, sur l'objectif social, si par cas elle était la seule à être anti-système pendant 10 ans et depuis son arrivée à la tête du Rassemblement national, c'est plus le cas maintenant parce que vous avez la NUPES qui est clairement sur cette même ligne au niveau social, et vous avez vu en 2017 et en 2022 que Mélenchon était monté dans les dernières semaines et que Marine Le Pen baissait, donc il y a eu un transfert électoral. Alors, Laurent Jacobelli, ici à votre place, disait tout à l'heure que ça va être non pas la politique de l'obstruction, mais la politique de l'amendement utile et non pas l'amendement inutile par rapport aux adversaires de la NUPES. Bon, très bien, dont acte. Allons voir sur, non pas si la rose, mais allons voir si le texte, lors du prochain texte qui arrive au Parlement. Et chez les Français, je pense qu'il y a il faudrait demander d'ailleurs aux sondeurs différents de prendre la température. Je pense qu'il y a une fatigue de la politique qui est sans précédent. En fait, on l'avait déjà pendant la crise sanitaire. Il faut se rappeler. Oui, mais comme c'était il n'y a pas longtemps. Ensuite, après, on a eu une parenthèse. Ils vont nous crever. Là. On a eu une parenthèse qui était très courte durée sur l'élection présidentielle qui a véritablement commencé, je crois, en février-mars, avec l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine et par la Russie, et quand le président de la République est rentré en campagne, mais même la campagne présidentielle, on n'a pas une véritable campagne présidentielle comme on a connu, avec un meeting qui démarrait, 2-3 grands meetings qui démarraient début janvier, et auxquels vous avez des grands débats sur les sujets de société. On n'a pas eu de débat réel, et c'est en l'occurrence pour ça que le président de la République n'a pas d'adhésion sur son programme. Ensuite, après, moi je pense que les Français sont fatigués, tout simplement en fait parce que la crise sanitaire a anesthésié les possibilités réelles. Ça anesthésie vos marges de manœuvre, donc vous n'avez plus de grands choix politiques, vous raisonnez en cadre restreint en termes budgétaires. Bon, il y en a certains qui pensent qu'on va mettre la retraite à 60 ans, mais on verra lorsqu'il y aura les agences de notation qui vont retirer un A, et ça va être une catastrophe parce que les taux d'intérêt vont bouffer le peu de marge de manœuvre qui nous reste. Sur le plan réel au niveau politique, vous avez une majorité relative à l'Assemblée nationale qui vous empêche de faire des grands projets et des grandes réformes. Et ensuite, après, les opposants, eux, ont intérêt non pas à élargir leur électorat, parce que c'est le débat qu'on a eu sur Marine Le Pen, mais à conserver leur base électorale et conserver leur magot électoral en vue de sauver leur siège de député. Vous avez la NUPES qui ne parle pas au centre-gauche, Mélenchon qui dit si on parle à Cazeneuve, on devient un honni, quasiment un social traite. Donc il ne veut même pas élargir sa base électorale, comme le propose Roussel. Donc il parle uniquement à ces 25% qu'il veut conserver en vue de la prochaine élection présidentielle.
présidentielle, soit pour le donner à Ruffin. Vous avez Emmanuel Macron qui, alors, s'il fait un élargissement, il fait un élargissement soit jusqu'à Borne, soit jusqu'à Darmanin. Donc c'est pas un élargissement parce qu'il parle à sa propre majorité, auquel il a toujours pas proposé un pacte à la gauche ou un pacte à la droite depuis sa réélection. Et le Rassemblement national qui, de toute façon, eux ne veulent pas bouger parce qu'ils ont une seule crainte, c'est qu'on lève l'hypothèque si par cas Marine Le Pen gagne les élections législatives et qu'elle se retrouve à Matignon et qu'elle sera obligée d'appliquer un programme réel. Et donc là, vous lèverez l'hypothèque sur Marine Le Pen. Donc quand vous voyez la situation, c'est normal parce qu'en fait, il n'y a aucun parti qui n'a intérêt à bouger.